actuel, c'était 9,1. En fait, 8,7%. Le pas contribuer donc de cette façon. Le problème essentiel, c'est le programme d'assistance budgétaire tel qu'il est monté maintenant. Réformer le ciblage de ces bénéficiaires ne suffit pas. Ce n'est pas la solution. Je pense que c'est Bill Gates qui l'a dit. La meilleure des solutions à un faux problème ne vaut pas la pire solution à un vrai problème. Donc le vrai problème, c'est le programme d'assistance budgétaire service tel qu'il est monté maintenant. Et la solution alternative qu'a évoquée Madame, peut-être indirectement, c'est le prépaiement sur ce corps. Alors, prépayer pour tout le monde dans le cadre d'un gestionnaire unique qui peut être la CNAM, et tout le monde, c'est le corps, ou bien prépayer pour les pauvres, la pauvreté extrême à travers un paquet de soins. Il y a des types d'intervention donc multiples, et les sources de financement, il n'y en a pas plus que souvent le cas. Et partout dans le monde, à travers la fiscalité, à travers des comptes communautaires ou à travers l'appareil fiscaliste, c'est-à-dire des sources de financement innovants à travers la sécurité sociale, à travers le tabac, l'alcool, etc. Mais sinon, le secteur de la santé ne pourra plus supporter la charge de prise en charge avec exonération de paiement des indigents. قلت وانتم مش تدخلوا جماعه جدد في الكنافه، كي تدخلوا جماعه جدد في الكنافه معناها تستكثروا دي جوتي كوتيني. La Grèce et les experts qui ont travaillé sur cette étude, essentiellement c'est l'étude de Simon Pichir. Et je me rappelle que lorsqu'on a demandé cette étude, nous avons misé essentiellement dans les termes de référence sur 3 ou 4 axes, à savoir le taux d'erreur du ciblage, la couverture du programme, sa performance et sa participation quant à la réduction de la pauvreté. Personnellement, je souhaite comprendre ou voir un taux d'erreur d'inclusion explicite. Je n'ai pas trouvé un taux d'erreur explicite, j'ai trouvé des déductions qui peuvent m'erroner. Donc, j'ai besoin d'un taux d'erreur explicite. Deuxièmement, si j'ai bien compris, vous dites que le PNAF cible beaucoup plus les moins pauvres des pauvres. Les moins pauvres des pauvres. Alors, je me renvoie à une étude qui a été faite il y a quelques mois avec l'Institut américain de l'Institut et avec l'UNICEF, qui a porté sur les aides du PNAF octroyées aux enfants scolarisés issus des familles nécessiteuses, qui conclut que les aides sont orientées vers les familles les plus pauvres des pauvres. Donc, il y a une précision à faire entre les deux études. Troisièmement, pour les travailleurs sociaux, j'aurais souhaité que les intervenants citent au moins les réformes qu'a connues le PNAF après la Révolution. À savoir, on a touché aussi bien les critères. La participation de la société civile, ça a été dit. Et toute l'équipe, félicitations pour ce travail. Ce que je retiens, donc, mon intervention comporte des interrogations et des suggestions pour l'amélioration de la présentation. Si j'ai bien compris, cette étude donc, veut évaluer donc, le PNAF et le programme d'assistance médicale gratuite. Mais la présentation, nous sommes un peu perdus et on aime bien avoir des messages clairs sur l'évaluation du PNAF, de l'assistance médicale gratuite, au moins en termes d'erreurs d'inclusion et d'exclusion.
Ce que j'ai retenu, c'est que sur 83 personnes idéalement ciblées par ces programmes, 38 personnes se retrouvent dans le FNAF, soit 45%, 40% se retrouvent dans l'assistance médicale gratuite de type 2, et 15 personnes, sur 83, se trouvent donc, auraient dû se retrouver, mais ils ne sont pas couverts. Bon, on peut lire ces chiffres de différentes manières. On aime bien avoir donc un message clair de la part donc de l'évaluateur. La deuxième leçon que je retiens, c'est que les programmes de transfert direct sont progressifs et d'une manière générale sont meilleurs que le ciblage indirect via les subventions de l'énergie et des biens alimentaires. Ça, c'est une leçon. Je crois qu'elle a été discutée dans les anciens rapports de la Banque mondiale, et je crois que tout le monde, il y a un consensus sur cette idée. Mais même si j'ai des réserves sur certains chiffres avancés par l'étude concernant l'ampleur des subventions de l'énergie par personne, qui avance un chiffre de 8 dinars par personne par mois, je crois, alors que les études faites par la Banque mondiale, par exemple, c'est aux alentours de 12 dinars par personne par mois. C'est 8 et 12. C'est le moment que j'ai fait donc, ces calculs, donc normalement c'est un peu. Donc, il y a une sous-estimation de l'ampleur des subventions. Juste une précision sur ce point. Les 8 dinars sont tirés du rapport de la Banque mondiale de l'UNICEF. Les 8 dinars. Parce que. Ouais, ok, mais c'est pas actualisé en fait. C'est une longue histoire, mais maintenant c'est 144 dinars par personne et par an. Donc voilà. Alors, et il y a une autre précision, donc, car le rapport part dans plusieurs sens. Évaluation donc, du PNAFN, de l'AMJ2, de l'impact de subventions alimentaires, de l'impact de subventions énergétiques. Il faut préciser et recadrer et recentrer les messages et l'objet de l'étude. Car franchement, je suis un peu perdu de l'objet et des différents messages qu'on peut tirer. La troisième leçon que je retiens, c'est qu'il faut faire attention aux distorsions de comportement que peut induire donc, les transferts directs sur le comportement, y compris, comme a dit Nidal ce matin, sur l'offre de travail. Et peut-être qu'il faut introduire, ou faut-il introduire une dose de conditionnalité des programmes de transfert direct. Vous pouvez donc bénéficier de ces transferts, mais à condition que vous vous inscrivez dans un programme de recherche active de l'emploi, vous envoyez vos enfants à l'école, etc. Donc, comment introduire une dose de conditionnalité. Mon dernier point, serait-il intéressant de voir un peu, ça c'est une analyse de robustesse des résultats, de voir un peu les résultats sans les données complémentaires de l'INS. Vous avez donc 1000 ménages, je crois, témoins. Serait-il possible de voir les mêmes résultats, juste pour un check, donc une vérification, une robustesse de résultats, voir la même analyse faite juste avec les données propres de l'enquête, car on est un peu perdu, nous ne sommes pas, donc est-ce que les résultats sont sensibles à l'inclusion des données de l'INS, oui ou non, donc voilà. Voilà, rapidement, et Romain, merci. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour les présentations. Une question pour ce qui concerne encore, je reviens à ce qui a été déjà souligné. J'aimerais bien aussi avoir plus d'éclaircissement pour ce qui concerne le taux d'exclusion, le taux d'inclusion de l'OCNAF. On a déjà discuté ça un peu pour comprendre véritablement quelle est, selon vous, l'efficacité de ce système. Et lié à ça, une autre question. On a parlé de l'efficacité du CNAF en termes d'efficacité relative. Quelle est votre évaluation en termes absolus? C'est-à-dire, c'est mieux que les autres, mais est-ce que ça marche? Et dans un contexte dans lequel on a une réforme des subventions, c'est-à-dire une réduction graduelle des subventions énergétiques, par exemple, est-ce que ça serait la bonne stratégie, par exemple, d'augmenter les transferts
au niveau des participants au système, ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait un autre système qui pourrait être plus efficace? Donc, qu'est-ce qui devrait être la mesure de compensation? Merci. Oui, une dernière une remarque, c'est pas une question, mais je crois que c'est un des aspects les plus importants qui aurait pu souligner le débat que l'ensemble plus mis en avant, mis en valeur, c'est la diversité très importante des populations, des secteurs et le programme, c'est un programme pour tout le monde. Et aujourd'hui, si on va vers la réforme aussi, c'est une réforme vers des programmes qui soient ciblés, qui ciblent des populations différentes et qui soient. Si on veut mettre de la conditionnalité, comme je viens de dire, bon, si tu mets une conditionnalité sur la recherche active du travail pour une personne, ça ne veut rien dire. Il faut des programmes pour. Il faut des programmes, ce n'est pas le plan. Des programmes pour les gens qui perdent leur travail, des programmes pour diversifier les programmes. Et ça, c'est un des messages qui doit être. Peut-être qu'on commence par répondre à cette première série de questions, puis on reviendra une deuxième round. Voilà. Donc, je commencerai par répondre à Mohamed Zalibi par rapport à sa remarque concernant le nombre total de travailleurs sociaux. Eh bien, oui, effectivement, on a pris en considération les derniers recrutements au sein des travailleurs sociaux. Donc, le chiffre final définitif pour l'année 2014 serait 1771. Avant, c'était aux alentours de 1400, 1350. Après les derniers recrutements, donc ça a été porté donc à hauteur de 1771 travailleurs sociaux, et ça a été pris en considération dans les estimations et dans les travaux qui ont été présentés. Pour la pauvreté subjective et surtout les représentations, donc c'est une méthodologie qui est adoptée en fait dans toute évaluation, notamment dans les évaluations opérationnelles. Ça a ses propres avantages, ça recèle des limites, mais elle est très importante, très intéressante pour étudier la représentation et la perception des travailleurs, plutôt des bénéficiaires, d'eux-mêmes et de leur situation, de vulnérabilité ou de pauvreté. Pour la question concernant les critères, en fait, pour toute l'évaluation, je pense qu'on a reproduit les mêmes critères d'éligibilité, les critères d'identification et de sélection des bénéficiaires. Donc, bien sûr, on a pris en considération tant dans la partie évaluation opérationnelle que dans la partie évaluation du ciblage, les critères concernant tout ce qui est trait aux biens durables, tout ce qui est trait au niveau de vie, de ménage, au niveau de l'habitat, le raccordement potable, rationnel, etc., la proximité des services publics de santé. Samy donnera plus de détails par rapport à ça. La prévalence d'handicap au sein des ménages, les maladies, la prévalence aussi de maladies de longue durée, etc. Donc les maladies chroniques au sein du ménage. Pour le PNAF, la problématique qui se pose actuellement, est-ce que le PNAF devrait être considéré comme étant un programme d'assistance sociale ou comme programme qui devrait contribuer de manière effective à la réduction de la pauvreté? Moi, je pense, comme ça a été explicité au départ, le PNAF a été dévoyé progressivement, surtout pendant la période de 94-2014, de sa mission originelle. Sa mission originelle consistait à ce que le PNAF accompagne la réforme de la Caisse générale de compensation. Le PNAF devrait se convertir en un programme de redistribution, de redistribution en direction des pauvres, des vulnérables et une partie de la classe moyenne. Donc le PNAF aurait dû
se prévaloir de toutes les tâches donc, et de toutes les modalités et de toutes les politiques qui lui auraient permis de venir donc, à bout de ces objectifs. Donc voilà donc, ce que vous avez à dire. Bon, il y a tout d'abord votre question sur augmenter les bénéfices et fermeture des hôpitaux. Je risque d'être entièrement d'accord avec vous. Le fait que c'est l'hôpital public qui finance aujourd'hui l'AMG2 et que peut-être il n'a pas la capacité d'absorber plus de ménages. Et ça, c'est une question je suis entièrement d'accord, elle est très importante, mais qui n'est pas couverte dans l'étude actuelle, parce que dans cette étude, on fait une étude, toutes choses étant égales par ailleurs. Il y a des capacités, par exemple, lorsqu'on parle des subventions d'énergie, on ne tient pas compte du fait que si on élimine les subventions d'énergie pour subventionner plus de pnafistes, le coût à la production va être plus important, cela va avoir des effets inflationnistes, il y a des effets indirects. Si on élimine les subventions à la consommation, il y a aussi des effets indirects parce que les prix vont augmenter à la production et à la consommation. Il va y avoir des pressions et des revendications salariales pour la classe moyenne qui n'est pas couverte ni par la NG1 ni par la NG2. Mais tout cela ne nous empêche pas de voir si un programme est plus efficace qu'un autre. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de mettre en pratique un des résultats, il faut tenir compte de tous ces effets. C'est par exemple, il est facile de dire qu'il faut augmenter le taux des gens à l'université de 5% à 8%, c'est la même question. Est-ce que la capacité aujourd'hui des universités, le nombre de professeurs et ainsi de suite est capable d'absorber ça ou non? Et lorsque ça a été fait, sans tenir compte de ça, on voit aujourd'hui des conséquences au niveau de la qualification des diplômés. C'est la même chose. Donc si on augmente le nombre de pnafistes et des AMGistes sans tenir compte de la capacité de l'hôpital à assurer ce service-là, ben, le risque c'est qu'on va aggraver le problème parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir un rendez-vous après 1 an et non plus après 3 mois. Donc je suis entièrement d'accord, mais c'est juste le but de l'exercice de travailler avec ce qu'on a comme information, et ce qu'on a comme information ne peut que dicter des recommandations qui n'est pas totalement bonne, mais c'est juste pour dire c'est quoi le niveau d'efficacité du programme. Donc, donc je vais répondre à Mohamed Driss une fois qu'il revient, ça va revenir tout de suite. Je suis entièrement d'accord avec ta remarque, Adnan, lorsqu'on voit le profil des bénéficiaires. On voit qu'il y en a beaucoup qui ont 62, 63 et 65 ans et plus. Idéalement, il faut avoir un programme pour les personnes âgées qui n'ont pas cotisé au CNSS ou au CNRPS. Une forme de couverture ou de pension vieillesse qui doit être universelle. Et indépendamment du fait qu'il ait ou non un handicap, surtout s'il a travaillé pendant longtemps, un travail informel, rudimentaire, vendeur dans un coin et qu'à 80 ans il ne peut plus assurer cette activité-là, c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait un programme spécifique aux gens handicapés qui n'ont aucune capacité de travailler. Ce sont deux populations complètement différentes. Être âgé sans avoir aucun problème d'handicap ou être handicapé, c'est deux problèmes différents. Et là, je rejoins un peu ce que dit Abdelrahman par rapport aux effets incitatifs. Dans n'importe quelle intervention publique, il y a toujours des incitations, des effets incitatifs ou des incitatifs. Dans le cas du PNAF, je ne pense pas que c'est très important parce qu'une grande majorité des bénéficiaires du PNAF sont des personnes âgées. Donc, ils ne vont pas réduire leur offre de travail parce que vous avez 70 ans, parce que vous avez le PNAF. Vous êtes déjà rendu à un point de votre cycle de vie où vous n'êtes plus vraiment, on ne s'attend plus à ce que vous soyez dans le marché
du travail, mais n'importe quelle intervention sociale, il y a évidemment toujours des effets d'incitation et de désincitation. Maintenant que si Mohamed Zribi est là, je vais revenir à ces questions. Dans notre indicateur de bien-être, on tient compte de la pauvreté multidimensionnelle. Sinon, on n'aurait pas ajusté les dépenses du coût de la santé. Donc, on aurait dit, par exemple, quelqu'un qui a, si on admet un seuil de pauvreté de 100 dinars par mois et per personne, quelqu'un qui a 120 dinars, et s'il a le PNAF, c'est une erreur d'inclusion. Il ne doit pas être là. Or, s'il a le PNAF et il est handicapé, il a l'équivalent de 70 dinars, alors qu'il a 120. Donc, il doit être là et il fait partie des gens qui bénéficient et qui méritent cela. Donc, on tient compte de la pauvreté multidimensionnelle. Je connais bien le travail que vous avez cité parce qu'on m'a demandé de l'évaluer. Donc, je connais bien, et dans ce travail, on ne trouve pas un résultat contraire à ce que nous trouvons ici, sinon j'aurais saqué le travail, effectivement, le travail concurrent. Donc il n'y a pas de contradiction et nos résultats se convergent, sachant que nous utilisons une enquête meilleure de l'enquête qu'ils ont utilisée. Alors, par rapport au taux d'inclusion et d'exclusion, vous voulez un chiffre précis. Vous n'êtes pas le seul à le vouloir, il y en a beaucoup avec vous. Je vais vous donner un chiffre précis. Alors, prenons le cas du PNAF, qui couvre 8,3% de la population. Dans les 200, là je me limite aux 225 000 qui étaient couverts jusqu'à une certaine date d'avril 2000, jusqu'à une certaine date en 2014. Donc, il y a des nouveaux qui ont été entrés, qui ne sont pas dans la base de données, comme pour les AMG2, lorsqu'au moment où nous avons travaillé, il y avait 570 000, aujourd'hui il y a un peu plus que 600 000. Donc par rapport à ça, dans les 225 000 couverts, il n'y en a que 45% qui méritent ça. 45%, exactement, 45,7% qui méritent ça, par 8,3. D'accord? Stricto sensu, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 54% qui ne sont pas qui sont là, et c'est le taux de l'erreur d'exclusion. Oui, c'est le taux d'erreur d'exclusion. C'est le taux d'erreur d'exclusion. Et donc, il y a 54%, si le budget actuel ne peut pas couvrir plus que 8,3% des ménages tunisiens, il y a, ça veut dire 54% des 8,3% les plus pauvres de la population qui ne sont pas couverts. Donc, il y a 54% qui sont là et qui ne devraient pas être là, et il y a 54% qui ne sont pas là et qui doivent être là. Ça, pour un budget qui couvre 8,3%. Bien sûr, cette erreur, les 54% qui ne doivent pas être là, comme je l'ai dit dans mon exposé, l'erreur d'inclusion et d'exclusion ne tient pas compte du fait que avoir quelqu'un, si on suppose que notre seuil c'est 100 dinars, couvrir quelqu'un qui a 101 ou 102 dinars, c'est une erreur d'inclusion. Normalement, il ne doit pas être inclus. Mais c'est beaucoup moins grave que lorsqu'on a quelqu'un qui a 500 dinars. Et avoir quelqu'un qui a 500 dinars, c'est beaucoup moins grave que d'avoir quelqu'un qui a 5000 dinars. Donc c'est pour ça que j'ai dit. Donc, l'erreur d'exclusion, c'est 54%. Mais dans les 54%, il y a 36% qui auraient dû être dans l'AMG2. Cela veut dire quoi? Qu'ils font partie des 30% les plus pauvres de la population. Donc c'est grave parce qu'il y a des gens, il y a 54% qui font partie des 8% les plus pauvres qui ne sont pas là. Donc, ces 36% qui bénéficient aujourd'hui du PNAF, ils ne sont pas prioritaires. Les prioritaires, c'est les 54% oubliés qui ne sont pas ici. Mais c'est moins grave qu'avoir 36% qui ont 500 ou 600 dinars par mois. Et il y a 18%, donc j'ai dit il y a 54% erreur d'exclusion. Sur ces 54%, il y a 36% qui auraient dû être dans la MG2. Ça veut dire que ils font partie des 30% les plus pauvres de la population, mais pas des 8% les plus pauvres de la population. Donc,
je ne dis pas que c'est pas grave, mais c'est beaucoup moins grave que s'ils étaient tous les 10% les plus riches de la population. C'est pour ça, après, qu'on a fait la pauvreté, l'effet sur la pauvreté. Et oui, je vais bien venir à ça. Et il y a 18% sur ces 34% qui font partie des 70% les plus riches de la population, qui ne font pas partie des 30% les plus pauvres de la population. Donc ces 18%-là, c'est beaucoup plus grave que les 36%, que je ne dis pas qu'ils ne sont pas graves, mais ils sont moins graves que les 18% qui ne font pas du tout partie des 30% de la population. Et d'ailleurs, ça se confirme par la question dans quelle couche sociale estimez-vous faire partie? Et il y en a un certain pourcentage qui estime faire partie de la population moyenne, de l'ordre de 20%, je pense. Donc déjà, lorsqu'on pose la question aux PNAFistes, il y a déjà 20% qui nous disent « moi, je fais plutôt partie de la population moyenne ». Donc, normalement, vous avez dit que ce n'est pas uniquement un programme qui lutte contre la pauvreté, il y a autre chose parce que c'est l'handicap et tout, mais comme je vous l'ai dit, l'handicap, le coût de l'handicap, il est déjà tenu compte de ce coût dans la définition du bien-être. Notre façon d'en tenir compte de ce coût, elle n'est pas parfaite, mais c'est une première tentative de le faire. Oui. Dans ce cas précis, normalement, l'erreur d'inclusion et d'exclusion peuvent ne pas être les mêmes. Ce n'est pas nécessaire que le taux d'exclusion doit être égal au taux d'inclusion. Sauf que si on fait l'hypothèse que nous avons aujourd'hui uniquement parce que aussi l'unité d'analyse pour le ministère des Affaires sociales et les gestionnaires du PNAF, c'est le ménage. Donc ils donnent une allocation au ménage. Que le ménage ait en son sein 3 personnes ou 30 personnes, c'est toujours la même. Il y a des exceptions où on donne 2 ou 3. Donc ce qu'il y a comme budget disponible aujourd'hui, en fait aujourd'hui à la date de l'enquête, c'est 8,3% de la population. Donc, théoriquement, notre base, c'est toujours ces 8,3%. Si on dit que normalement, il y a 10% qui méritent et qu'on ne donne que 8,3% seulement, donc là, le taux d'exclusion et d'inclusion, ils vont diverger, parce que l'un va être calculé par rapport aux 8,3% qui reçoivent le transfert, et l'autre, il va être calculé par rapport aux 10% qui méritent d'avoir le transfert. Mais là, le mérite du transfert, il est fixé par le budget. Donc, on a un budget qui ne peut que cibler 8,3% de la population. Donc, la base, le dénominateur pour le calcul de l'erreur d'inclusion et d'exclusion est le même. Et dans la mesure où il est le même, automatiquement, le taux d'inclusion est égal au taux d'exclusion. Vous m'avez compris? Donc, c'est pour ça que ici, taux d'inclusion est égal au taux d'exclusion. Mais si on dit, comme je viens de le dire, il y a 12% qui méritent et on ne donne que 8,3%. Donc là, l'inclusion, elle doit être calculée par rapport au 8,3%. Combien sur le 8,3% ne méritent pas? Et l'exclusion, elle doit être calculée sur le 10%. Combien sur les 10% ne sont pas ouverts? Et dans ce cas, supposons qu'aucun des 10% n'est couvert. Donc on peut même avoir un taux d'exclusion de 100%. D'accord? Ouais. Je vais voir parce que j'ai noté les questions. Oui. Alors pour les 8 dinars d'énergie Abdelrahman, ça c'est le chiffre que j'ai pris parce que normalement dans l'enquête du PNAF et de la MG2, il n'y a pas les dépenses d'énergie et tout, mais dans le rapport de la Banque mondiale de 2014, qui me donne les 7 dinars 800 par tête et par mois, donc il me donne aussi la distribution par pointille. J'ai utilisé la formule générer toute la distribution et j'ai fait une estimation étant donné le niveau de consommation pour trouver quel serait le niveau de consommation de biens d'énergie dans la consommation de chaque ménage. Mais c'est le chiffre du rapport de la Banque mondiale. Peut-être qu'il y a d'autres, je n'en sais pas, mais je l'ai pris d'un rapport de la Banque mondiale.
Ah oui, vous avez posé aussi la question sur la population témoin. Il y a 1000 ménages, population témoin. C'est une question pertinente. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des coefficients d'extrapolation dans cette enquête, 1000 ménages. Il n'y a pas de poids. Donc, je ne peux pas connaître ces 1000 ménages, combien ils représentent dans la population. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas utilisé comme population témoin. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, on voit qu'une grande partie des erreurs, c'est des erreurs d'affectation, comme je l'ai dit. Des gens qui auraient dû être dans le PNAF et qui sont dans la MG2, et des gens qui auraient dû être dans la MG2 et qui sont dans le PNAF. Donc, rien avec ces deux enquêtes, j'ai déjà une bonne estimation de l'erreur d'inclusion et d'exclusion. Je reviens à vous, c'est Mohamed. Bien sûr, il y a les crédits, les microcrédits, le déséquilibre régional, il y a plein de programmes. Mais je pense que peut-être l'un des programmes qui est vraiment le plus axé sur la pauvreté, c'est le PNAF. Parce que dans la lutte contre la pauvreté, il y a des politiques d'accompagnement qui sont avec des transferts et tout, et il y a des politiques de long terme. Le fait de scolariser le maximum de personnes et de financer l'éducation, c'est une façon de lutter contre la pauvreté pour avoir des gens compétents et qui ont la capacité de générer des bons revenus. Mais ça ne peut avoir que des effets à très long terme. On ne peut pas un déséquilibre régional hérité depuis je ne sais pas combien d'années, le résoudre dans 10-20 ans, il va y avoir encore un déséquilibre régional avec tous les efforts possibles qu'on peut mettre dès aujourd'hui pour lutter contre ça. Donc, entre-temps, l'un des programmes qui essaye d'alléger la pauvreté des gens, les plus importants, c'est le PNAF, c'est les subventions à la consommation. Je pense avoir couvert. Est-ce que le modérateur a le droit de faire quelques commentaires? Très peu, puisque le temps arrive de clôture. Oui, ils font partie de l'erreur d'exclusion. Donc tout le défi, c'est de réduire cette erreur-là. Donc, vous avez dans les erreurs de ciblage, il y a une partie qui sont dans le PNAF, mais le PNAF, puisqu'ils font partie des 8% les plus pauvres de la population, qui sont, dans la MG2, puisqu'ils sont parmi les 8% les plus pauvres de la population, la MG2 ne répond pas à leurs besoins, et il y a une autre partie qui n'est couverte ni par le PNAF, ni par la MG2, et ni par les autres régimes. Et donc, tout le défi, c'est de réduire cette erreur. Et dans l'un des modèles de scoring que nous avons utilisé, qui est basé sur les régressions pointées, on a trouvé qu'il est possible de réduire ces 10%, mais pas de les réduire à 0%. Pour les réduire davantage, il faut parce que les simulations qui ont été faites, elles ont été conduites par rapport à l'ensemble d'informations disponibles aujourd'hui. Donc, pour faire encore mieux, il faut améliorer le système d'information qui est disponible aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas faire des prévisions par rapport à un système d'information qui n'existe pas. Mais tout ce qu'on peut démontrer que par rapport à l'ensemble d'informations qui existent aujourd'hui, c'est qu'on peut aller jusqu'à un certain niveau de couverture, mais il va y avoir toujours la moitié de ces 10% qui, avec le système actuel, risque de ne pas être bien couvert. Vous l'assurez? Merci. Merci d'abord pour l'usage de ces scènes que nous sommes j'ai découvert mais une question qui a été soulevée par le ministre, l'usage du chiffre, c'est qu'on va mettre un socle de protection sociale qui répond aux normes de la résolution du 32 de juillet. Or, le socle de la protection sociale vise à assurer un minimum de revenus de fonctionnement en santé, en revenus. Est-ce que, après la remarque du représentant du ministère de la Santé, on peut
en ayant à l'esprit cette observation du ministère de la Santé, comment voyez-vous qu'on puisse, surtout, bon, les remarques ont été faites aussi en énergie maintenant, on risque quand même des hôpitaux publics, avec les objectifs du socle. Je commence à me poser une question, est-ce qu'on peut assurer la viabilité d'un système de la protection sociale avec toutes les contraintes économiques, financières, législatives que se régler, avec, pour assurer à terme un revenu pour tous, des conditions de vie décentes, de santé, pas seulement de la santé, mais d'une santé de qualité, des soins dans toutes les régions. Quand on connaît la carte sanitaire du pays, ça pose un problème. La couverture sanitaire qui est très déséquilibrée entre l'Est et l'Ouest. Donc, est-ce qu'on peut, la fiscalité, la fiscalité, on risque aussi d'alourdir le coût sur les individus, sur le personnel. Je ne sais pas, on se trouver dans le même cercle. Juste une réponse brève pour dire qu'on a fait une facturation à blanc, donc des indigents, et on a une estimation. Mais c'est toujours sous-estimé. Parce qu'il y a un autre phénomène que vous n'avez pas évoqué, que vous ne pouvez pas peut-être faire des choses estimer, c'est le renoncement au soin. Il y a beaucoup d'AMGistes, 2 et 1, qui renoncent aux soins pour des coûts indirects importants. C'est-à-dire qu'un citoyen à Tataouine, lorsqu'il est orienté pour une radiothérapie, une séance de radiothérapie à Sfax ou à Tunis, il renonce aux soins parce que des coûts indirects, il ne peut pas les supporter. Donc nous avons fait une facturation à blanc qui nous donne une première estimation. Nous avons peut-être une autre estimation à travers le coût moyen par tête de 5 300 milliards de dépenses totales de santé, mais c'est toujours sous-estimé par rapport au coût réel. Vous pouvez nous donner l'aide Mandichi, la donnée exacte, mais je peux vous la transmettre une fois revenu dans le ministère, parce qu'il y a eu une facturation à blanc, donc c'est la tutelle des hôpitaux qui là, et donc on peut le... Oui, mais en fait, juste pour rebondir à personne et la vôtre, dès la réforme, en fait, en 2004, lorsqu'il y a eu la réforme de l'assurance maladie en Tunisie et la création de la CNAM, en ce moment-là, on pensait que pour atténuer en fait les files d'attente et la pression sur le secteur public de la santé, il faudrait commencer nécessairement et obligatoirement par une réforme du secteur public de la santé, chose qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, pour pouvoir, et l'une de ces composantes, les composantes de la réforme, donc et de la mise à niveau du secteur public de la santé, il y avait aussi la tenue d'une comptabilité analytique dans les structures hospitalières publiques. Cette comptabilité analytique nous aurait permis d'avoir une estimation du coût des MGIs dans leur passage par les structures de santé, quelle qu'en soit la nature, première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne. Donc pour pouvoir approcher et avoir une estimation quasi correcte du coût des AMGistes au sein des structures publiques de santé. Ça, c'est le premier défi, c'est l'estimation du coût. Deuxièmement, l'absence d'un système d'information au sein des structures publiques de santé. Donc c'est un défi en fait aussi important que celui de la comptabilité analytique, qui devrait être relevé lors d'une véritable mise à niveau du secteur public de la santé. Alors, pour revenir à Hassan pour le socle de protection sociale, je pense que pour cette question du socle, il y a deux questionnements en fait, donc, importants. Le premier, c'est l'espace fiscal du socle. Donc, quelle source de financement, quel financement pour un socle de protection sociale? Ça va se limiter à un financement toujours assis sur les salaires. Donc, et par ricochet sur les cotisations sociales, ou il faudrait imaginer un nouveau système qui sera basé sur des ressources fiscales comme la cotisation, la CSG
la CSG en France, ou la CRDS, ou la TVA sociale, etc. Cela nous permettrait aussi de mettre en place, par exemple, des revenus minimums qui sont assis sur des conditions de ressources. Donc, sur conditions de ressources, comme par exemple le RSA en France et dans bien d'autres pays. C'est seulement en fait le PNAF en 87 avec cette ambition de se transformer progressivement en un revenu minimum compétitif pour pouvoir atténuer les retombées néfastes de la réforme du Caisse général de compensation sur les différentes tranches de la population. Bien, je reviens après avoir été réprimé. C'est un dialogue? Je vais intervenir sur cette question de financement de la santé et vous répondrez. Il y a eu une information qui n'est pas précise. La comptabilité analytique ne permet pas de dégager des coûts optimaux. Elle permet de dégager des coûts réels. Maintenant, dans un mois, le modèle d'évaluation médico-économique, à travers la comptabilité analytique, à travers le groupage par séjour clinique, par groupe homogène de maladies, va être fonctionnel à terme. Et il sera une des réponses. Alors, c'est très bien. Et c'est une des actions de la mise à niveau du secteur de la santé. La 96, c'était une expérience pilote ponctuelle financée par 10 000 dinars dans le cadre d'un jumelage avec le CHU de Liège. Maintenant, le modèle qui est en train d'être mis en place, c'est le fruit de 2 ans et demi d'expertise avec les Espagnols et le modèle est en train d'être testé. Autre chose, la mise à niveau était engagée à travers ce modèle, à travers la mise en place de l'INA Santé, qui va être fonctionnelle dans les semaines à venir, et qui va soumettre donc les structures publiques et privées à une accréditation et une évaluation. Donc, il va être actuel avec donc, les projets déjà engagés dans le cadre du ministère de la Santé. Eh bien, tant mieux. Je voudrais revenir à cette question parce que j'ai entendu tout à l'heure que les prises en charge gratuites des soins médicaux entraînaient un déséquilibre dans les hôpitaux publics et les structures de soins publics, et c'est en fait les CNAMistes qui payaient pour l'ensemble. Et quand j'entends ça, je dis il y a une aberration, parce que la CNAM, elle finance ceux qui y contribuent. Donc la MG1 et la MG2, c'est une couverture prise en charge par le budget de l'État. Et vous avez devrait être prise en charge par le budget de l'État. Et il y a un problème à l'intérieur du système de financement de la santé publique qui traîne depuis des années, et peut-être même, comme vous l'avez indiqué maintenant, qu'on se dirige vers sa résolution. Il y a un certain nombre de réformes structurelles pour dire, si on prend en charge MG1 et MG2, voilà le financement qui va leur permettre de se passer dans de bonnes conditions. Donc c'est un problème interne du secteur de la santé publique et du financement de différents types de prestations. Ici. Mais ce n'est pas interne. Dans tout le monde, les pauvres sont pris en charge moyennant un prépaiement. Un prépaiement qui vient de la fiscalité. Interne, je veux dire le secteur de santé publique en rapport avec le budget de l'État. C'est ça ce que je veux dire. L'objet de cette étude, c'était de évaluer les programmes d'assistance sociale du point de vue de la qualité du ciblage et puis la contribution à la réduction de la pauvreté. L'évaluation a été conduite de manière par 2 types de méthodes, 2 types d'approches: évaluation des processus organisationnels et de gestion et évaluation par des méthodes économétriques, statistiques, pour voir la qualité du ciblage, comparer les observations de la gestion directe des programmes aux résultats qu'on aurait trouvés avec ces méthodes économétriques et statistiques, puis regarder
l'impact sur la réduction de la pauvreté, tel que observé par les informations recueillies au cours de ces enquêtes, et comparé à ce que serait l'impact sur la réduction de la pauvreté d'autres programmes de la politique sociale, notamment subventions alimentaires et subventions énergétiques. Donc nous sommes, et les présentations des méthodes et des résultats des enquêtes, nous sommes dans la ligne qui a été tracée pour la méthodologie de ce travail. Effectivement, il y a eu une densité de résultats qui a fait que, quelquefois, on est rentré dans un certain nombre d'analyses plutôt techniques, assez poussées, et on a peut-être perdu de vue l'essentiel, le plus important, à savoir la qualité du ciblage et donc les taux d'erreur. Et vous avez les tableaux en couleur qui rassemblent ces indicateurs de la qualité du ciblage, même si c'est comparé à d'autres méthodes. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, me semble-t-il, après, et ça vous l'avez affirmé, dans les objectifs de cette étude, c'est comment tirer les politiques publiques les plus efficaces pour améliorer à la fois la sélection, l'identification des ménages les plus intéressés par l'assistance sociale et améliorer, si tant soit peu, des objectifs de redistribution ou de réduction de la pauvreté. Et ils ne sont pas les mêmes. Et on a vu quand même qu'il y a un certain nombre de questions importantes qui se dégagent et qui appellent des actions et des programmes, notamment en direction de l'édification de ce socle de protection sociale. D'abord, il y avait la question de l'arbitrage entre caractéristiques du marché de l'emploi et caractéristiques des assistances sociales. Et c'est quelque chose qui est très important, et on a des informations précieuses à partir des résultats de l'enquête. Et puis, on a aussi une conclusion importante qui devrait réjouir les managers du programme PNAF et de la MG2, c'est que, étant donné le système d'information dont on dispose, y compris celui recueilli par les enquêtes, eh bien, on ne peut pas faire mieux que ce que font les PNAF et la MG2. Ça dit quelque chose de positif vis-à-vis des gestionnaires, mais ça appelle autre chose, c'est que, peut-être, pour réduire ces taux d'erreur, faudrait-il réformer le système d'information. Et on a eu plusieurs discussions là-dessus, et il y a des méthodologies, y compris en restant dans ce genre d'approche, d'amélioration des systèmes d'information pour l'augmentation de la qualité du ciblage. Et puis, il y a cette comparaison vis-à-vis des autres options d'aide sociale qui passent par les subventions énergétiques ou alimentaires, et on s'est focalisé sur les impacts relatifs sur la réduction de la pauvreté. C'est très intéressant, mais il ne faut tout de même pas retenir que, absolument, les transferts directs actuels en Tunisie sont supérieurs ou apportent de meilleures conséquences sur le bien-être global du pays que les subventions, que ce soit alimentaires ou énergétiques, parce que, en fait, on a pris uniquement un segment de la réalité économique qui est l'état de la pauvreté. Il y a d'autres choses où, comme tu l'as dit tout à l'heure, les impacts du système de subventions interfèrent, et peut-être qu'il faudrait voir aussi l'impact sur ces autres choses avant de tirer un enseignement général. Et pour revenir à la politique du socle, comment l'installer? En principe, d'autres étages, notamment contributifs, etc., viendront. Et toute cette discussion autour de l'allocation PNAF est utile pour savoir qu'est-ce qui est important à retenir comme première pierre de ce socle de protection sociale. Et je m'arrêterai là et je vous laisse. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Spéculation non couverte. C'est son profil. Éventuellement, il faudrait toucher par ce biais notamment de ciblage, parce que le biais de ciblage concerne
des AMG2 et en même temps ouvert à les régimes de couverture sociale, quelle est l'ampleur du phénomène, quelles sont les conséquences en termes d'efficacité et d'équité. Je pense que c'est des problèmes importants auxquels nous devons réfléchir et auxquels nous devons trouver des pistes de solution. Pour pas être trop long, un message fort de votre communication, c'est que les subventions directes sont supérieures aux subventions indirectes. Et ce message fort, nous le communiquons souvent dans le cours élémentaire de microéconomie, mais bon, il faut le prendre quand même avec beaucoup de réserve, parce que si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, je dirais qu'il faut enlever AMG1 et AMG2, enlever l'accès de la gratuité totale et partielle du système de santé et les remplacer par des transferts directs. Ça serait certainement autrement plus efficace. Alors, plutôt aller jusqu'au bout de ces éléments. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je ne vais pas vous monopoliser la parole, nous aurons peut-être l'occasion d'échanger. Merci. Les subventions de santé, les remplacer par des transferts directs. Alors, je vais être encore plus provocateur que vous, si vous me permettez de dire. On enlève les subventions à l'éducation, on rend l'éducation payante et on donne des transferts directs. Là. Et là, vous me ramenez. Et non, il y a les biens qui véhiculent une externalité positive pour les pays dans la loi sociale, c'est bien supérieur à la dépense qu'on attribue pour subventionner ce bien. Donc, si on donne des subventions directes, des transferts directs à des gens qui ont une maladie contagieuse et qui sont très pauvres, peuvent avoir une préférence pour une consommation courante ou plutôt qu'aller de se soigner. Et donc, ils peuvent être un danger public parce que par leur maladie, ils peuvent contaminer les autres. Même chose pour l'éducation. Si un étudiant coûte, je ne sais pas, en disant 3000 dinars par an et que chaque famille qui a un étudiant, on lui donne une subvention directe de 3000 dinars, c'est pas sûr qu'elle va mettre son enfant dans l'université. Et alors qu'on sait qu'avoir des étudiants à l'université, c'est socialement, ça vaut socialement beaucoup plus que les 3000 dinars. Donc, entre subvention à la consommation qui ne véhicule aucune externalité et une subvention à la consommation qui véhicule pour les biens alimentaires, comme... Non, mais vous allez avoir les transferts directs ou vous n'allez pas avoir faim. Oui. De prépaiement pour ces pauvres. Donc tout le monde en prépaye pour les pauvres dans le cadre de l'assurance maladie. Je vais essayer de parler à travers la sensibilité qui n'a pas été très évoquée, la sensibilité sectorielle sanitaire. Parce que le véritable financeur du programme d'assurance maladie gratuite, c'est l'hôpital public. Le problème, ce n'est pas le ciblage. Le problème pour nous, la santé, c'est le programme lui-même tel qu'il est monté actuellement. Il impacte négativement la santé au moins à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il est à l'origine d'un transfert paradoxal des malades CNAMIS aux malades indigents, puisque le budget de fonctionnement des hôpitaux, qui est le seul prestataire des indigents, il sert pour tout le monde, alors qu'il est issu de la prime CNAMIS. Donc les CNAMIS n'ont pas le service de leur argent. Leur argent sert à la prise en charge de tous les clients de l'hôpital public, c'est-à-dire 40% assurance maladie gratuite, 60% CNAMIS. Ça, c'est le premier impact négatif. Le deuxième impact négatif, évidemment, c'est le sous-financement des hôpitaux publics et la situation de déficit chronique, et ça impacte également les autres fournisseurs.
militaire vis-à-vis de la pharmacie centrale à hauteur de 200 milliards. Justement, parce que le budget de médicaments ne permet pas la disponibilité des médicaments pour tout le monde. Et je me retrouve dans la perception des citoyens indigents qui disent qu'ils sont insatisfaits pour 45% par rapport au délai de rendez-vous et par rapport à la disponibilité des médicaments. Donc le deuxième impact négatif, c'est un